Ouais, à l'école, je tenais pas en place. J'avais tout le temps envie d'aller sur le toit de l'école, d'aller récupérer les ballons, d'aller récupérer toutes sortes de choses. Et même, ma mère, elle est instite et du coup, les autres, maîtresses, elles lui disaient: «Bah, il est ingérable dans la cour, en fait. Il grimpe partout, il grimpe aux arbres et tout». Je pense qu'il y a ce côté où tu apprends à marcher, tu apprends à te déplacer quand tu es petit. Et moi, j'ai jamais arrêté d'avoir cet apprentissage du mouvement, en fait. Il y a toujours eu une recherche d'aller voir comment c'est là-haut, d'aller grimper, d'aller explorer. Et il y a un sentiment de liberté profond. Donc je pense que c'est ça, en fait. Depuis le début, c'est une recherche de liberté. Et du coup, comment est-ce que tu es passé de cette impression, cette recherche d'émotion pure, à cette envie d'en faire ton métier finalement, puisque en 2019, tu as décidé de créer le groupe Wheezy Gang. Du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Tu t'es dit du jour au lendemain, est-ce qu'il y a eu quand même un déclic où tu t'es dit je vais professionnaliser cette envie de... Bah, en fait, c'est plutôt à travers des rencontres. C'est au moment où je rencontre, mes potes, avec qui j'ai créé ce groupe, Flo, tout le monde. Je me dis, «OK, il y a une effervescence dans ce groupe, il y a une énergie qui fait que, si on a un truc en tête, on va essayer d'aller jusqu'au bout et de filmer ça, de raconter ça, de partager ça sur les réseaux». Mais En du coup, fait, qui sont ces compagnons de route déjà? C'est des copains initialement? Comment est-ce que tu as rencontré ces personnes? ouais, en fait, c'est des gars que j'ai rencontrés dans une salle de gym. Parce que moi, comme j'habite à Rennes, l'hiver, il est très très long. Ça dure environ 10 mois dans l'année ici. Et du coup, on s'entraîne en salle de gym l'hiver pour pouvoir progresser. Et en fait, c'est des gars que j'ai rencontrés dans cette salle de gym ou dans des événements en parcours qui pratiquaient déjà avant de me connaître. D'accord. Et donc là, un jour, en 2019, vous vous êtes dit constituons officiellement ce groupe et filmons nos exploits sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas un jour, mais oui, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour la vidéo, pour les aventures en général. Et ouais, on s'est dit en 2019, allez, on le fait sérieusement, quoi. Ok. Est-ce que tu peux juste raconter, toi, avec tes mots, la différence entre parcours et cliff diving, justement? Quelle est la différence entre ces deux disciplines Ouais, bien sûr, bah, le parcours, c'est le fait de se déplacer librement. C'est plutôt dans des environnements urbains. Et voilà, c'est d'être capable de passer des obstacles de manière très fluide, de manière très acrobatique, on va dire. Et de pas se donner de limites, c'est-à-dire de pas se dire il y a un passage piéton, je passe là, je suis obligé de passer là, il y a une rampe d'escalier, je suis obligé de passer là, et de se dire bah, pourquoi je passerai pas par là. Et c'est comme ça, en fait. Je dirais que ça se pratique beaucoup plus dans des environnements urbains, même si des fois il y en a qui pratiquent ça dans la nature. Et le cliff diving ou cliff jumping, c'est le saut de falaise dans l'eau, tout simplement. et ça demande encore d'autres compétences, finalement, parce que sauter dans l'eau, c'est encore différent. Ouais, alors il y a quand même des différences. Par exemple, tu prends un impact en parcours, tu dois être vraiment hyper relâché et enroulé pour casser l'impact. Alors que, à l'inverse, dans le cliff jumping, il faut que tu arrives dans l'eau hyper gainé, hyper droit, sinon tu te fais chahuter dans l'eau, quoi. Et ça, vous êtes tous capables, justement, de sauter depuis les falaises, ou pas du tout? Non, 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 on n'est pas tous capables de faire ça, mais certains ont plus leur préférence, leur discipline phare, on va dire. D'accord. Et en 2023, avec le groupe, vous avez passé 6 mois en Asie pour réaliser un film, Civilisation. Donc on vous voit à travers le film sauter entre les toits de gratte-ciel de Ho Chi Minh ou sur les ruines de temples perdus au Cambodge ou encore depuis des îlots paradisiaques en plein milieu de la mer d'Andaman. Comment est née cette envie de vous lancer dans la réalisation? Bah, en fait, ça a été mûri pendant plusieurs années, je dirais. Et ça a pris racine au moment où moi je fais mes études et je suis un peu bloqué au même endroit. Évidemment, je suis quand même un grand consommateur d'internet, de tout ce qui est vidéo. Donc j'ai une bonne connaissance de ce qui se passe sur internet en matière d'aventure, de sport extrême, depuis ouais, 10-12 ans maintenant. Et au bout d'un moment, je me suis dit ce serait fou de réaliser ce rêve de partir comme ça un mois et demi, 2 mois à l'autre bout du monde en Asie et de faire une aventure, mais pas d'écrire quelque chose. Quand on est parti, il n'y avait pas
Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de préparé. On savait juste qu'on allait faire cet itinéraire. Et le côté tourner un film, et en fait, tu filmes ce qui se passe, quoi. Tu filmes les altercations, tu filmes les interactions, tu filmes le voyage, comment ça va se passer, comment ça se déroule. Et on ne savait pas ce qui allait se passer. Et Donc, ça a donné ce film-là, ouais. donc le voyage a duré 6 mois, mais au final, vous avez tourné principalement pendant 1 mois et demi. Le but de ce film aussi était donc de lier le sport, la performance, mais aussi de montrer des côtés naturels, des découvertes de la population, des cultures locales. Ouais, l'idée, c'était de prendre un peu notre discipline, qui est le parcours, et puis de prendre 10 ans d'entraînement et de voir ce qu'on peut faire sur des gratte-ciel qui sont immenses, parce que là-bas, c'est vraiment des gratte-ciel incroyables. De Donc, 30 il y avait... étages en moyenne, hein, c'est Ouais, ça, ouais, hein. c'est ça. Ouais. C'était à Ho Chi Minh, on s'est vraiment poussé sur nos limites physiques et mentales, on va dire. Et il y avait aussi ce côté revenir à la base de la civilisation, revenir à la nature. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, on s'isole pendant 5 jours, sans nos téléphones, sur une île, et on essaie de survivre comme ça sur une île déserte. Ok, mais du coup, par rapport à cette phase justement de préparation, comment est-ce que ça se passe concrètement? Parce que nous, quand on vous regarde sur les réseaux sociaux aussi, on voit toujours la phase finale finalement du saut. Mais derrière, comment est-ce que vous préparez des tels sauts? Puisqu'on voit à Ho Chi Minh que vous sautez entre 2 bâtiments qui sont séparés quand même de plus de 6 mètres. Comment est-ce que vous êtes sûr que ça peut passer? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une application pour mesurer les hauteurs, les distances? Comment ça se passe? Ouais, bah, y a toute une phase de préparation qui est hyper importante, et aucun saut ne peut voir le jour sans cette phase-là. Donc, dans un premier temps, on va chercher le spot. Donc, soit on cherche, tu prends un scooter et tu vadrouilles dans la ville et tu essaies de grimper sur le maximum de bâtiments, chose qu'on a faite pendant plusieurs jours à Ho Chi Minh. Ou soit tu te balades sur Google Earth en 3D, et puis là, tu essayes de regarder des sauts qui pourraient être faisables. Et ensuite, tu as moyen de mesurer aussi du coup, la distance en pied. Et au fur et à mesure des années d'entraînement, Grâce à Google aussi ouais, ou pas du tout? Ok. grâce à Google Earth, tu peux mesurer. C'est assez précis, je dirais, à 1 ou 2 pieds près, c'est assez précis. Mais ça peut justement être une marge qui fait que tout balance de l'autre côté, non? Non, la marche, ça va plus être est-ce que l'élan il est bien, parce que sur Google Earth, c'est pas non plus hyper précis. Tu peux penser que ton élan c'est du béton, et en fait c'est de la tôle, tu peux pas courir dessus, ou en fait l'image elle est pas à jour sur Google Earth, et quand tu arrives, il y a une bouche d'aération qui a été créée, ou c'est plutôt des choses comme ça, des petites surprises. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et au bout des années d'entraînement, c'est plus de 10 ans d'entraînement, en fait, il y a un automatisme qui se crée, où tu arrives devant un saut, et tu peux dire en quelques secondes oui, ça le fait, ou non, je ne peux pas le faire, quoi. Et vous faites confiance à votre instinct à ce moment-là? Ouais, il y a une confiance énorme dans nos capacités, notre instinct. Et il y a aussi toute une phase où on vient minimiser le moindre risque, la moindre surprise, le truc qu'on n'aurait pas prévu. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer les matériaux à l'envoi et à la réception. Il y a nettoyer aussi l'élan. On va venir épousseter tout, enlever toute la poussière. On va venir aussi, on peut coller un peu de grippe de skate pour avoir une meilleure accroche quand le matériau il glisse. Il y a plein de choses comme ça. Et puis au fur et à mesure de la préparation, ça peut durer plusieurs jours. Il y a un saut Ah oui, plusieurs jours, ok. Ouais, dans le film, on prépare un saut pendant plusieurs jours. On a été obligé de ramener tout un tas de choses. Il y avait des briques, machin. Enfin bref, on a eu des problèmes avec la sécu. Je vous laisse aller voir le film pour comprendre. Mais au bout de plusieurs jours, ouais, tu penses que tu es prêt. Et puis il y a ce côté où la peur, elle est quand même là. Elle est quand même présente, parce que c'est celle qui te maintient en vie. Il n'y a pas un moment où tu supprimes la peur, mais juste tu es accompagné par la peur. Et du coup, c'est plus quelque chose qui te paralyse, mais c'est quelque chose qui te maintient sur terre, on va dire. Qui te pousse aussi à le faire, mais est-ce que... C'est plus l'envie qui te pousse à le faire, plus que la peur. Parce que la peur, elle va avoir tendance à te faire poser des questions. Ouais, attends, imagine, il y a ça, imagine, machin. Et au bout d'un moment, en fait, tu arrives à te mettre dans une bulle de concentration qui est tellement
tellement hermétique qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui va crier au moment où tu cours, tu vas pas l'entendre. Ça nous est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un de la sécu qui crie à ce moment-là et en fait tu dis au gars mais tu l'as pas entendu, il va dire ah non franchement j'ai pas entendu parce que t'es tellement focus, même il y a la vision qui se resserre, c'est assez fou à imaginer hein, mais il y a la vision qui se resserre et il y a toi et il y a ton saut, donc il y a ton dernier pied, le moment où tu vas poser ton dernier pied et partir en l'air au-dessus de 20 mètres de vide quoi. Mais est-ce que finalement, on peut pas aussi, quand on vous voit en termes d'organisation, donc on comprend que certains se focalisent plus sur la photo, la vidéo, sautent moins que d'autres, mais est-ce que la pression qu'on peut ressentir avec les camarades qui sont autour et qui sont prêts à filmer aussi pousse pas à faire le saut parce qu'on attend, enfin les autres attendent qu'on fasse le saut alors qu'au final on le sent pas tant que ça. Est-ce que parfois vous sautez par pression? Parce que ouais, il y a tout le monde qui est prêt. Parce que tout le monde est prêt et que finalement, faut le faire et que, bon, bah, il est temps. Bah, je comprends qu'on puisse penser ça et ça, c'est vraiment le côté nocif ça pourrait être le côté nocif de la discipline et de la pratiquer en groupe. Mais en fait, avec ces gars-là, on se connaît depuis tellement longtemps et on s'entraîne depuis tellement longtemps ensemble qu'on a une connaissance assez aiguisée des capacités de chacun. Et du coup, on peut dire à quelqu'un, bah, t'es sûr de celui-là, tu vois, lui poser 3-4 fois la question pour vraiment, tu vois, instaurer un petit doute et puis qu'on puisse en parler tous ensemble, tout ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui a largement le saut et tu le sais, tu fais mais bien sûr mec, ça part, c'est sûr. Donc je dirais qu'il y a une bienveillance et que c'est pas une discipline que tu peux pratiquer avec tout le monde. Il faut vraiment trouver les bons compagnons. Oui, bien sûr, parce qu'on peut quand même rappeler pour nos auditeurs que cette discipline comporte vraiment des dangers, qu'il faut évidemment pas le faire Ouais. à n'importe quel niveau finalement, parce que ça... Ah bah oui, c'est clair qu'il y a un danger de mort qui est quand même présent. Alors il est beaucoup plus présent pour la personne qui va tomber sur la vidéo comme ça sur Instagram et que ça va durer 7 secondes et qui a pas du tout l'historique, à quel point on a préparé le truc, à quel point on connaît le spot. Il y a des sauts qu'on a en projet depuis plusieurs années mais qui se font pas parce qu'on n'est pas prêt. Et ça, pourquoi vous le racontez pas aussi? Alors, on le raconte pas parce que y a le côté où en fait on attend le moment où on est prêt pour pouvoir raconter l'histoire. C'est vrai qu'il y a le côté quand l'histoire elle est pas finie, t'as pas envie encore de la raconter. Mais si il s'avère que on fait jamais ce saut-là, oui, un jour ça sortira. Et parfois vous avez déjà été blessé, vraiment concrètement, ça vous est déjà arrivé? Ouais, ça nous est déjà arrivé d'être blessé. C'est souvent pendant l'entraînement au sol que tu te blesses parce que au sol, il y a plus ce risque-là de mort. Donc, tu as tendance à plus te pousser. Et ouais, c'est vrai que ça peut arriver. On a eu quelqu'un qui s'est fait les croisés. On a eu quelqu'un qui s'est fait une déchirure musculaire. Qui? Moi. À toi. Moi, ouais. J'ai eu une déchirure musculaire du mollet avec un saut dans l'eau à 20 mètres. Donc, les sauts dans l'eau, ça peut paraître moins dangereux, mais en fait, c'est tout aussi dangereux parce que l'impact, il est vraiment énorme. Tu peux frapper l'eau à plus de 90 km/h, donc c'est comme si tu te prends une bagnole sur le périph', quoi. Très bien, bon. Et dans le film, on vous voit en tout cas aussi slalomer entre les fenêtres, les portes de temples perdus du Cambodge. Et au montage, vous avez décidé de rajouter une musique plutôt classique, on peut dire comme ça, et de ralentir aussi sur certains sauts artistiques, comme celui depuis l'îlot paradisiaque en Thaïlande. Donc ce sont vraiment des séquences entraînantes, très hypnotisantes, en tout cas à suivre du regard. Est-ce que pour toi, ces sauts représentent aussi une forme d'art, voire de poésie ? Ah oui, complètement. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui maîtrise son art, quelqu'un qui maîtrise vraiment l'art du mouvement, qui a une capacité à bouger, parce qu'il y a vraiment différents styles. Ça peut être vraiment hypnotisant à regarder, voire même presque poétique, comme tu dis, parce que la personne n'a rien à faire là en soi. La personne n'a pas à être dans cet endroit. Dans l'air, je veux dire, il y a ce côté, c'est tout un signe, quoi. Il y a un signe de liberté, c'est-à-dire que, par exemple, quand on était à Ho Chi Minh,
c'est des gratte-ciel. Faut vraiment s'imaginer que c'est des gratte-ciel qui sont hyper rapprochés et immenses. Et il y a ce côté où, en fait, l'humain a voulu quadriller le passage des gens, il y a quadriller le mouvement pour vraiment garder une sorte de contrôle sur ce que fait la population et tout. Et en fait, de voir quelqu'un à cet endroit-là, juste, il y a pas d'effets spéciaux, en fait. Il y a pas de trucage, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de... Il est vraiment là, juste avec ses capacités physiques. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, quoi. Il y a un message derrière. Oui, mais du coup, comme toute discipline artistique, il y a justement un Ouais. message. Mais dans ton film, à un moment, tu dis justement que les gens peuvent être choqués de vous voir sauter sur les toits de ces gratte-ciel sans aucune sécurité, mais que ce qui finalement devrait vraiment nous choquer, c'est plutôt le fait que ces gratte-ciel existent et aussi le fait qu'on puisse parcourir le monde en avion avec une telle rapidité. Du coup, c'est finalement aussi une dimension politique que détient cette discipline, dénonciatrice en tout cas. Ouais, complètement. Bah, l'idée, c'est de sortir un peu du cadre dans lequel on nous met. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce cadre-là. C'est vrai qu'à l'école, tu dois rester dans la cour, hein, tu dois pas aller sur le toit du collège, quoi. Mais moi, j'ai toujours besoin d'être un petit peu en dehors, sinon je me sens oppressé par ce qu'on m'impose. Et même au collège, on n'avait pas le droit d'aller sur l'herbe, ça me rendait fou. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas besoin de... On pouvait pas profiter de l'herbe. Et là, en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours continué à faire. Et il y a des choses qui sont complètement banalisées et normales, comme de prendre l'avion dans tous les sens et de pourrir la planète. Mais ça, il n'y a pas de souci parce que c'est considéré comme légal. Et en fait, de vraiment reprendre ce qui est considéré comme normal, c'est pas normal en fait ce qu'on fait. Mais on le fait quand même. Et on ne demande pas les autorisations et ça a rempli des salles de cinéma. Et en fait, je me dis, ouais, bah, il y a les choses qu'on te donne dans la vie, il y a les choses qu'on te dit, bah, ça se passe comme ça, il y a les règles du jeu. Et il y a des gens qui les respectent pas, mais pour les bonnes raisons. Et je trouve que ça amène à ouvrir un petit peu les consciences, ouvrir un petit peu de se dire ouais, c'est pas forcément hyper normal en fait de faire ça. Et il y a un plan où justement vous êtes à Ho Chi Minh, donc en haut d'un gratte-ciel, les bras ouverts, et vous surplombez finalement cette mégalopole. Et on se demande, est-ce que le message derrière, c'était plus que vous vouliez montrer qu'on pouvait rester fort et grand malgré cette sensation, cette possible sensation d'écrasement dans une grande ville, ou est-ce que justement vous vouliez montrer qu'on était tout petit dans cette marche du monde? Ouais, je pense que c'est plutôt ça. C'est se rendre compte que on est tout petit, quoi. On est vraiment minuscule face à tout ce qui nous entoure et ça fait du bien. Je pense que quand tu grandis, moi j'ai quand même l'impression d'être un peu privilégié, quoi. Il y a toujours eu à manger le soir, j'ai toujours eu un toit sur la tête, il faisait bon et tout à la maison, mais quand tu sors de ça et que tu voyages un peu, que tu vas voir ce qui se passe, tu te dis ah ouais, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et en fait, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas banaliser ce qui a toujours été normal dans nos vies et de se rendre compte de ça, de se rendre compte qu'on a construit des mégalopoles aussi immenses que ça et de voir vraiment la fourmilière que c'était parce que quand tu prends de la hauteur en Asie, c'est là où tu te rends compte que c'est n'importe quoi. C'est vraiment un balai incessant de véhicules, de klaxons, de gens qui partent bosser, qui reviennent, tout le monde est en ébullition. Et le moment où on est là-haut et ouais, qu'on est sur le bord du toit et qu'on lève les mains, il y a ce côté où waouh, c'est aussi une prise de recul, quoi, de se dire waouh, ok. Mais finalement, certes, mais quand on regarde le film, on voit quand même que pour vous aussi, tout va très vite. C'est-à-dire que vous vous arrêtez pas de courir sur les toits, tout s'enchaîne. Il n'y a jamais aucun temps mort. Le seul moment où ça ralentit, c'est finalement quand vous êtes dans ces temples perdus à côté du temple d'Angkor, où là, on voit des plans
plus lent, justement accompagné de cette musique plus poétique, plus classique, et un autre moment aussi où vous sautez d'un îlot perdu au milieu de la mer, du coup là en Thaïlande, où là vous faites aussi un ralenti sur un saut artistique où il y a ton compagnon a le bras levé. C'est les seuls moments où finalement les plans sont très courts, sinon ils s'enchaînent. Les plans naturels sont très 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 courts. Est-ce que finalement c'est pas contre-productif par rapport au message que vous essayez d'envoyer? Bah, on a vraiment essayé de partir de ce qui était, entre guillemets, basique et normal, logique. C'est-à-dire habiter en ville, taffer comme des malades, vraiment aller à fond. Et nous, on prend du recul là-dessus en étant en hauteur. Et ensuite, petit à petit, moi, c'est la sensation que j'ai eue au tournage. Peut-être qu'au montage, ça se ressent pas trop, mais on vient ralentir le rythme dans le film. C'est-à-dire que oui, ensuite, on arrive dans un endroit un peu plus naturel, qui est chargé d'histoire dans ces temples d'Angkor, où du coup, on prend le temps quand même de montrer ce qui se passe en drone, des plans un peu plus calmes, un peu plus ralentis. Et enfin, les 5 jours où bah là, c'était vraiment plus lent, en fait, parce que si tu veux te faire à manger, bah, ouais, c'est beaucoup plus lent. Il faut d'abord faire un feu, aller chercher un crabe, faire chauffer le riz, tout ça. Et le moment où on escalade l'île, c'est pareil, ça nous a pris un temps fou, redescendre, machin. Il y a quand même cette notion de ralentissement. Peut-être que le montage n'est pas en adéquation avec ça, mais c'est la sensation que j'ai eue quand même D'accord. pendant le film. Et au final, du coup, est-ce que tu as préféré sauter dans ces milieux paradisiaques et naturels, ou est-ce que tu préfères sauter finalement depuis des architectures, des bâtiments en béton? Est-ce que d'où est-ce que tu préfères sauter? Je pense que ce qu'on est allé chercher à Ho Chi Minh et à Hong Kong par la suite, après le film, j'avais besoin de le faire pour moi, et je voulais vraiment aller chercher ce côté un peu extrême et pousser la discipline jusqu'à se faire un saut à 20 mètres, 20 étages de haut et de 7 mètres d'écart. J'avais besoin de faire ça. J'ai l'impression que depuis que je suis revenu d'Asie, je suis un peu plus en paix avec ça. Et j'ai beaucoup plus envie d'être dans des endroits naturels, en fait. Donc de chercher plutôt des rochers sur lesquels sauter, des falaises, des cascades, tout ça. Et pourquoi? Parce qu'en termes d'émotion aussi, tu ressens différentes sensations. C'est différent de sauter depuis une falaise que rejoindre deux bâtiments entre eux? Ouais, bien sûr. Je pense il y a le côté saut qui est vraiment similaire, mais le côté euh, entourage, le milieu dans lequel tu pratiques, ouais, il a vraiment rien à voir, quoi. Parce que quand t'es en train de faire du cliff jumping, t'es en nature, il y a le côté camping sauvage que moi j'adore. Quand t'es en train de faire du parcours, ouais, t'es vraiment dans des endroits parfois qui sont sales, quoi, qui sont durs. Les gens qui vivent là, on est allé tourner dans des espèces de ghettos, c'était chaud, quoi. Vraiment, c'était fou. Tu te disais, ouais, allez, on reste pas longtemps, on fait le saut et on s'en va. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai envie de rester plusieurs jours sur le spot. C'est ça qui est différent. Et aujourd'hui, tu es principalement de retour en Bretagne. Est-ce que aussi ces sauts depuis les falaises te permettent de mieux appréhender le territoire, de mieux comprendre les lieux d'où tu es originaire? Ouais, pour moi, c'est une forme de tourisme. C'est-à-dire que ça m'amène à aller voir énormément de lieux. Euh, alors, absolument pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens, mais ça me fait découvrir énormément, bah, évidemment, là d'où je viens. Et même tout ce qui est il y a plein de petites îles en Bretagne, il y a plein de reliefs, il y a plein de choses à explorer. Et il faudrait une vie pour faire ça, mais il y a encore le temps. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe? Tu recherches, par exemple, des ponts, des phares? Comment est-ce que tu cherches quel élément pour comprendre une histoire en particulier? Tu cibles quoi? Bah, il y a plusieurs choses. Des fois, je peux voir un lieu dans un reportage ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus c'est l'histoire autour du saut qui m'intéresse plus que faire le saut en lui-même.
C'est-à-dire que maintenant, si je repère un spot, on va dire à la télé, je vais voir un reportage, je vais me dire, oh ça j'ai envie d'y aller. C'est le fait que ce soit peut-être compliqué à accéder, le fait qu'il n'y ait pas forcément de fond, il faut attendre la bonne marée, le bon truc, sauter de ce rocher-là ou machin. C'est toute cette exploration, cette préparation qui va faire que c'est intéressant pour moi. Et comme en Bretagne, c'est quand même les conditions, elles sont pas idéales. C'est pas comme tu vas à Malte, tout est simple, quoi. Bien sûr. Il y a des falaises, il y a du fond partout, ou les calanques de Cassis, c'est parfait. À Rennes, pardon, en Bretagne, bah c'est plus compliqué. Déjà, il faut attendre la bonne marée, il faut qu'il n'y ait pas trop de houle, il faut qu'il y ait des bonnes conditions. Et c'est cette recherche-là qui va être plus intéressante en Bretagne, je pense. Et justement, c'est ça qui te motive aussi justement à essayer de te surpasser. Enfin, ça rajoute des contraintes en plus qui peuvent être intéressantes en termes de challenge. Ouais, c'est ça. Ou ça peut être... je vois un mec qui va sauter d'un pont en Bretagne où je me dis... oh, il y a quelque chose à faire. Lui, il a sauté de là, mais moi, j'ai envie de voir si c'est possible de sauter genre juste au-dessus, à gauche ou machin. Et c'est ça. Je sais qu'on avait aussi sauté d'un manoir abandonné qui donne sur l'eau, un espèce de moulin perdu dans le Finistère. Et il y avait en fait ce manoir-là, quand je m'étais renseigné, il y avait toute une histoire où ça avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale aux nazis qui avaient récupéré ce manoir. Enfin, il y avait toute une histoire, c'était hyper intéressant. Moi, je m'étais concentré que sur le saut à l'époque. Et j'avais pris conscience de l'histoire après. Maintenant, je ferai l'inverse. Je me renseignerai sur l'histoire pour la raconter aux gens. Je trouve que c'est la partie intéressante. Je prends de l'âge, je pense. C'est pour ça. Ça doit être ça. Et juste après notre interview, là justement, tu t'en vas à Lannion, tu vas faire un repérage. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, bien sûr. Bah, Lannion, il y a pas mal de choses à faire à Lannion. Il y a déjà un projet qui avait été avorté parce que on voulait tourner une vidéo sur la côte de Granit Rose, qui est une côte emblématique du territoire breton. Et en fait, la dernière fois qu'on y était, tout le monde est tombé malade parce qu'on faisait du camping sauvage et il faisait super froid. Donc on s'est tous tapé une crève et le projet il avait été complètement avorté. Mais on a toujours en tête ce truc-là et il y a déjà ce projet-là. Donc c'est un projet où tu vas sauter depuis 2 ponts, c'est ça ? Alors là, c'est plus ce dont je parle, c'est plus évoluer sur la côte de Granit Rose, donc les rochers Que les rochers, d'accord. Seulement les rochers. Faire du parcours parce qu'il y a plein de petits recoins. C'est vraiment un amas d'énormes blocs de granit et ça fait un terrain de jeu assez intéressant pour nous. Il y a aussi un endroit pour sauter dans l'eau, mais seulement à marée haute, donc, comme je disais tout à l'heure. On a repéré aussi 2 ponts normalement qui se font. Un pont de 20 mètres, un pont de 27 mètres. Et j'ai repéré une grue abandonnée dans une carrière. Donc voilà, il y a un beau petit programme cet après-midi. Et dans les mois à venir, justement, quel est le programme en Bretagne ? Alors en Bretagne, là, il va falloir se concentrer sur construire notre van pour que le projet il soit pérenne. Donc là, Parce que du coup, tu vis dans ton van. Hein, ouais, on vit dans nos vannes vu que c'est hyper pratique d'être sur les routes, d'être sur les routes et de voir un spot comme ça en passant et de prendre le temps justement de se poser à côté et de vraiment analyser. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a quand même une notion de risque qui est vraiment pas négligeable. Et la notion de risque, elle diminue énormément avec le temps de préparation. Plus tu prépares ton saut, plus tu analyses, plus tu prends connaissance des choses. Je dis n'importe quoi, mais pour vous donner un exemple, tu restes sur un spot en Bretagne, tu le vois à marée haute, tu le vois à marée basse, et bah tu as une toute autre perspective du truc. Mais entre les deux, il y a 6 heures. Donc si tu avais juste une après-midi pour faire le truc, bah du coup, tu avais possiblement moyen de te prendre un rocher. Donc il y a plein de petites règles à suivre, faire des coulées, ne jamais sauter seul, mesurer les sauts, ne jamais se surpasser, ne jamais se surdoser, pardon. Ça c'est important.
Donc oui, on vit en van. Il va falloir qu'on travaille un peu dessus. Donc ça va plus être le projet de cet hiver. D'accord. Comme Voilà. ça, ouais, pour d'ici la rentrée prochaine, au printemps, vous aurez Ouais, un petit peu un nouveau projet. c'est ça, ouais. Les contours sont pas encore définis. Ouais, plus de confort en tournage. Et là, du coup, l'équipe c'est un petit peu resserrée. Principalement, vous êtes 3, si ça, je me trompe pas. Ouais. Du coup, quel rôle as-tu par rapport aux 2 autres? Est-ce que vous êtes tous les 3 de très bons sauteurs ou est-ce qu'il y en a un qui se focalise plus sur l'image? Comment ça se passe? Ouais, on est assez complémentaires en fait parce que il y en a un il y en a un qui est vraiment très très chaud au niveau des sauts. Il a une capacité à vraiment se lancer très 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 fort et gérer son truc. Il y en a un qui va plus être donc là c'est Romain qui est capable de faire des sauts assez spectaculaires et il a la capacité de rester dans un bon mood jusqu'à 30 secondes avant le saut. Ce qui est hyper rare en fait. Normalement, les gens, quand ils font faire un truc super dangereux pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, C'est de mauvais poil. bah, ils sont pas de mauvais bol, mais en fait, ils sont tellement concentrés que bah, c'est hyper compliqué de communiquer. Donc, alors que là, bah, il est capable de faire des vannes, il est capable de raconter, il est capable d'analyser, il est capable de partager en fait ce qu'il vit. Et pour notre métier, Tout en restant concentré, bien tout sûr. en restant concentré. Et pour notre métier, c'est quand même vraiment intéressant parce que du coup, il peut partager ce qui se passe. Nous, on a toujours eu envie de partager les choses qu'on était en train de vivre. Ensuite, il y a Florian qui est vraiment responsable de toute la partie immergée de l'iceberg, on va dire. Donc, toute la partie montage, préparation, entretien des caméras. Il fait aussi les vêtements, il envoie les vêtements, il design les collègues, il gère la maintenance du site. Tout ce qui ne se voit pas, c'est lui. Et moi, je raconte énormément nos aventures. Je, je fais énormément de repérage pour trouver encore et encore des nouveaux projets, des nouvelles choses. Et je fais aussi beaucoup de montage. D'accord. Sur YouTube. Et est-ce que c'est toi qui les pousse quand même à faire des sauts et à se concentrer sur la mer ou est-ce que tous les 3, vous avez quand même un lien viscéral avec la mer et l'océan? Oh non, tous les 3, ouais. Tous les 3. Mais même, je dirais encore plus eux que moi parce que c'est des grands fans de surf. Donc, non, ils sont vraiment souvent rendus à l'eau. Moi, il y a ce côté où j'ai l'impression qu'à la mer, tout est possible, quoi. C'est un peu... comment dire, c'est là où on passe peut-être les meilleurs moments, mais c'est aussi là où on peut atteindre nos limites assez rapidement parce que d'un coup tu te sens tout petit et tu peux te faire attraper rapidement, quoi. Ça a été le cas aux Canaries. On a voulu sauter d'une falaise, la mer était très agitée, puis elle se calmait, puis elle était très agitée. Moi j'ai sauté un peu au mauvais moment et je me suis fait prendre pendant plusieurs minutes dans la houle. Là, j'étais vraiment pas serein. Beaucoup moins serein qu'au bord du vide sur un bâtiment à Ho Chi Minh. Et par rapport justement à ce côté merchandising, comment est-ce que fonctionne votre modèle économique? Comment est-ce que vous gagnez votre vie concrètement? Puisque si j'ai bien compris, c'est vraiment un travail à plein temps maintenant pour vous 3. Donc comment est-ce que ça fonctionne, ce modèle économique? Bah nous, en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on pourrait très bien se dire, bah, on fait des vidéos YouTube, on est youtubeur, donc comme la plupart des youtubeurs avec le système des vues et de la rémunération. Le problème, c'est que nous, notre contenu est jugé trop dangereux par la plateforme YouTube. D'accord. Donc 85% de nos vidéos sont démonétisées, voire même interdites aux moins de 18 ans. 85%? Ouais. Ah oui, c'est énorme. Il y a très très peu d'argent qui est fait directement sur YouTube. Après, nous, on design des collections de vêtements et on les associe à des projets, par exemple comme le film. Pour notre film Civilisation, on a fait toute une collecte avec un univers derrière. Du coup, il y a ça qui nous permet de vivre parce que tout est fait à Rennes, tout est fabriqué à Rennes. Donc, c'est nous qui faisons la sérigraphie, l'envoi des commandes,
de la couture, voilà. Donc concrètement, c'est quoi? C'est des pulls, c'est des t-shirts, c'est des casquettes, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des casquettes, il y a des t-shirts, il y a des joggings, il y a des maillots de bain, il y a des sweats, il y a plein de choses. Avec écrit principalement Wheezy. et civilisation. Voilà, il y a la collection Civilisation. On avait sorti une collection qui s'appelait Deepwater, qui était plus reliée justement à tous les sports de cliff jumping, les sports d'eau. Et donc il y a ce côté-là. Et on a aussi ouvert un canal qui s'appelle YouTube Rejoindre, où là, c'est avec un abonnement, donc tu vas pouvoir accéder à une vidéo en plus, une ou deux vidéos en plus par mois. D'accord. Voilà, Il y a un contenu inédit comme voilà, pas les autres. C'est ça, exactement. Ça, c'est principalement nos sources de revenus. Qui sont suffisantes, du coup, vous en sortez correctement. Qui sont suffisantes parce que on a adapté notre style de vie à nos revenus. En fait, je pense que la plupart des gens survivraient difficilement avec nos revenus. Mais comme nous, en fait, on vit en van, on est très peu dépensier, on est toujours en train de se cuisiner, tu vois, on n'est jamais rendu au resto ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a très peu de dépenses, il y a très peu de revenus, mais il y a très peu de dépenses. La richesse, elle est dans l'aventure, les rencontres. C'est là où on est très, 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 très riche, par contre. Mais justement, du coup, finalement, est-ce que tu n'as pas peur que cette recette ait fonctionné principalement parce que jusqu'à présent, vous preniez des grands risques et ça, du coup, ça ramène des téléspectateurs, des spectateurs de l'audimat. Est-ce que finalement, aujourd'hui, tu dis qu'avec l'âge, tu t'assagis et tu n'as pas peur que justement la recette fonctionne moins et que les gens détournent un petit peu le regard parce que vous allez proposer un contenu moins grandiose, moins risqué, ouais. Moins risqué. Moi, je m'assagis parce que j'ai 29 ans maintenant et que les derniers problèmes qu'on a eu à la fin du voyage en Asie avec la justice et tout, ça m'a quand même pas mal refroidi sur les activités, on va dire, considérées comme illégales. Après, Romain, il a jamais été aussi chaud de sa vie. Ce qu'il a envoyé cet été, là, il a envoyé un saut au saut du Doubs, qui est à la frontière française et suisse. C'est quelque chose qui a jamais été fait. C'est juste hallucinant. Donc, pour l'instant, non, on délivre toujours un contenu qui est assez impressionnant. Moi, oui, c'est vrai que je suis plus dans la recherche de performance extrême. Ok, donc vous allez quand même toujours jouer avec l'illégalité comme ça a été le cas auparavant. Mais je pense moins. On est allé chercher quelque chose en Asie qu'on a trouvé et qui nous a rassasiés. Je vais parler pour moi, qui m'a rassasié. Oui, parce que vous avez vraiment vécu une mésaventure, hein, c'est ça, avec la justice locale. Ouais, tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, bien sûr. On a fait du parcours à Hong Kong, qui est peut-être le meilleur terrain de jeu sur Terre, on va dire. Là-bas, tous les gratte-ciels sont vraiment hyper proches et l'architecture de la ville fait que pour un mec qui fait du parcours, c'est Disneyland, quoi. C'est-à-dire que on pouvait passer 10 heures par jour à explorer les toits et à trouver des sauts, et c'était vraiment incroyable. Le problème, c'est que sur l'un des derniers jours de notre voyage, il y a quelqu'un qui a appelé la police, qui a pensé qu'on était en train de se suicider ou je sais pas quoi. Et du coup, la police est venue nous chercher. Et là, en fait, à Hong Kong, c'est vraiment pas comme en France ici. On rigole pas. Voilà. Nous, on a toujours le moyen de communiquer, d'expliquer un peu notre discipline, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Là-bas, c'est la procédure. Il y a pas, tu n'avais pas à parler, quoi. Puis ils connaissent peut-être pas cette discipline aussi. Ils connaissent pas cette discipline. Et quand ils ont vu le drone en l'air, ils ont direct pensé que c'était des terroristes. Donc, moi, une ingérence étrangère, de l'espionnage. Voilà, c'est ça. Donc, espionnage ou terrorisme. Et moi, j'ai été directement suspecté d'être un espion. Donc, je risquais 2 ans de prison ferme là-bas. Ah oui. Et là, psychologiquement, quand tu te dis, bon, je suis venu pratiquer un sport peut-être qui dérange certains, ça, je veux bien le comprendre, mais que tu risques 2 ans de prison. On a eu quand même 4 semaines d'enquête sur nous. Donc, pendant 4 semaines, on était bloqués sur place, sans les passeports. Moi, j'avais plus mon téléphone portable. Ils m'avaient confisqué mon drone.
Donc, c'est parti quand même assez loin. Vous n'avez pas pu contacter un avocat pour vous défendre à distance, justement, sans portable? Ah si, moi, du coup, moi, j'avais plus de portable, mais j'étais le seul sur les 6. Donc, on a pu contacter un avocat, on a pu se défendre, et c'est grâce à ça qu'on est revenu, je pense, aujourd'hui. Mais ouais, pendant un mois, c'est tout. Tu remets en question beaucoup de choses. Waouh! Moi, c'est vrai que ma famille a été énormément impactée. C'est des choses que j'ai pas envie de leur faire revivre. Parce qu'ils ont été au courant, du coup, en Ouais, temps bien réel, sûr. finalement. On était censé rentrer 2 semaines après ce truc-là. On est resté un mois, donc ils se sont bien doutés qu'il y avait un problème. Donc je les ai informés et ouais, ça les a quand même beaucoup, beaucoup chamboulés. Donc je me suis dit, ok, on est allé chercher quelque chose, on est allé chercher la limite, je pense, en Asie. Et très bien. Maintenant, on se concentre sur des choses qui sont plus en rapport avec la nature. Et Florian et Romain se sont mis au parapente. Tu vois, il y a quand même une volonté de continuer à explorer, mais différemment, finalement. Différemment, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que vous allez nous proposer des sauts, justement, liant l'air avec la mer, avec le surf, des nouveaux plans, des nouvelles Ouais, idées? bien sûr, ouais, ça c'est clair. Mais qui mêle beaucoup plus d'activités, ouais, ça c'est sûr. Et plus de sécurité aussi. On va essayer, ouais. Ça va faire plaisir à ta mère. Mais si, oui, ça c'est sûr. Mais si on est encore là et qu'on n'est pas, blessé au point de ne plus pouvoir marcher, c'est qu'il y a quand même une notion de sérieux. Moi, je grimpe sur des trucs depuis que je suis à la maternelle, comme j'ai dit au début. Et en fait, quand je sens pas quelque chose, je le fais pas, quoi. Et en fait, quand tu te connais au point de t'écouter et de te dire, ok, bah ça je l'ai pas, y a pas de souci. C'est le danger, c'est la fierté. Le danger, c'est l'envie de prouver des choses. Quand tu as envie de prouver des choses et que tu pratiques ce genre de sport, là, c'est très dangereux. En tout cas, on peut vraiment dire que ta vie a changé grâce au saut. Ouais, complètement, ouais. J'en ai fait mon métier. C'était un truc que je pensais absolument impossible quand j'étais petit. Je me disais, comment c'est possible? Comment ils font, les gars qui font des sports extrêmes et qui en vivent, tout ça? Il doit y avoir des pistons, des sponsors. Et non, j'ai fait les bonnes rencontres et j'ai décidé que ça deviendrait mon métier. En dépit de cette pression sociale qui veut que non, il faut que tu sois normal, faut que tu rentres dans le rang, faut que tu fasses tes études, faut que tu fasses... Bah oui, bien sûr, j'ai fait mes études, j'ai fait mon master et après, une fois que j'avais rempli cette part du contrat, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Maintenant, je fais ce que je veux. Le matin, je me réveille, je me dis, ok, je fais ce que je veux. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis pas payé cher, mais par contre, c'est ça, vraiment... mais justement, il y a un moment où tu en auras peut-être un petit peu marre de vivre dans ton van ou pas du tout? C'est pas du tout une appréhension que tu as? Bah, je viens de commencer là, donc là, je peux pas trop en avoir marre. Je pense que si tu rencontres la bonne personne qui va partager ta vie et qui est compatible avec ce mode de vie-là, ça peut durer quand même quelques années. Et c'est ton cas? C'est mon cas, ouais. Je suis pas trop du genre à penser à la retraite, tu vois, genre les cotisations et tout. Je me dis, waouh, on va laisser ça pour plus tard. Pour l'instant, je vais profiter de la vie et vraiment, j'en profite très très fort. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour cette interview très intéressante. Et on te souhaite de beaux futurs sauts. Bah ouais, merci beaucoup.